Hey les rois, c'est Kaking. N'ayant pas eu le temps de faire la review du chapitre 394 la semaine dernière, j'ai décidé de la repousser pour l'additionner au grandiose chapitre 395. Ce chapitre, le 394, se reposait sous le signe de la tempérance, nous montrant que Togashi cherchait à repousser une masterclass future, ce qui se confirmera au chapitre 395, qui met l'intrigue en pause à l'aide d'un flashback concernant les origines de l'araignée. L'auteur semble nous mettre dans l'attente. Il nous partage des dingueries pour nous faire patienter avant le chapitre 397 qu'il a teasé à de nombreuses reprises. Alors analysons ensemble ces deux derniers chapitres. Pour ce qui est du chapitre 394, il se trouve dans la continuité du précédent, l'intrusion dans la planque du clan Ei, qui avorte en raison d'un trop grand manque d'informations et donc d'un trop grand danger même pour les plus grosses têtes de la mafia kakinienne. On est sur un chapitre d'exposition, suivant la conclusion de l'intrigue mise en place par son auteur. En effet, l'attaque amorcée par le clan Shu sur le clan Ei, à l'aide du clan Sha, se voit repoussée en raison d'un tournant stratégique. La brigade, et notamment Finks, Feitan et Nobunaga, sont prêts à faire tout le travail à leur place. De plus, Hisoka est désormais localisé, et un semblant d'accord a été passé avec lui, concernant sa non-intervention. J'avais émis l'hypothèse que de toute manière, il ne serait pas intervenu, mais ne faisait qu'attendre le chaos. À présent, l'une des potentielles alliances qui faisait le plus peur n'est rien qu'une vieille théorie, et c'est ce que nous verrons dans cette analyse de deux chapitres qui changent toute la donne. Tout d'abord, ces chapitres permettent de mettre trois choses en avant. Premièrement, la brigade fantôme qui se verra offrir une rétrospective, nous permettant de l'aborder sur un tout nouvel angle. L'armée de Kakin et notamment la milice privée du 4e prince Tserinich, ainsi que le clan Ei qui se reverra presque entièrement, devenant une menace de plus en plus importante, se mettant par la même occasion tout le monde à dos. Conclusion, on va en avoir du boulot. Pour ce qui est du vieillard à la fin du chapitre 393, il n'était qu'une image de naine, et traverser le cadre de la porte activerait effectivement la faculté de vos comptes, en vous téléportant directement dans leur planque. Ainsi, selon cette idée, la planque peut être mobile, et il devient de plus en plus difficile de la localiser, ce que va essayer de faire Inrif en retournant voir sa caméra chat, sa chaméra. Il y reconnaîtra les deux hommes auxquels Zakuro et Lynch se sont confrontés au chapitre 390. Il y verra un problème de taille. En effet, il n'existe qu'un seul passage pour quitter la zone des passagers, le chemin C31. Pourtant, les deux hommes vont l'emprunter une première fois, sans pour autant revenir en arrière, pour enfin réapparaître exactement au même endroit. Cela confirmera l'idée. La planque est mobile grâce à la faculté d'un certain membre. Conclusion, ce membre, soit Voconte, est la première personne à éliminer. Problème, dans la logique, il doit toujours rester dans le repère, donc il va être difficile de l'identifier. Ainsi, selon cette idée, le repère peut être partout à la fois, et même ne tout simplement pas se situer au 3e niveau. Si ça se trouve, le clan Ei se cache dans le niveau 4 ou 5, dans l'ombre du clan Shu et du clan Sha. Toute cette réflexion va mener les deux clans à se réunir dans l'un des bureaux. A priori celui du clan Sha auquel on peut reconnaître la porte d'entrée. Va se joindre à eux un autre groupe, la milice privée de Tserinich. Et oui, coup de théâtre, des membres de la milice privée du 4e prince se sont infiltrés dans l'armée. A priori il s'agit de proches de Tserinich l'ayant rencontré à l'école militaire, en vue du grand nombre d'anecdotes qu'il semble détenir sur lui. On apprend notamment qu'il a battu le record de vitesse de démontage et remontage de pistolets. Un véritable talent qu'il a simplement voulu acquérir pour se venger d'un gars qui l'avait pris de haut, en lui disant qu'il devait vaincre son propre record avant de pouvoir se le raconter. Ce qu'il fit avant de lui tirer une balle par vengeance lors de la cérémonie de son record. Et le connaissant, il ne s'est pas gêné pour le faire en public. Cette anecdote n'est pas anecdotique, elle servira de parallèle pour la situation actuelle. Tserinich a trouvé un nouvel objectif. Le Nen, joujou avec lequel il irait se venger de Morena, le prenant de haut, déclarant la guerre contre les clans sans même le consulter. Aussi a-t-elle pris le pouvoir au sein du clan Ei, éliminant tous les anciens membres et très probablement l'ancien boss,
Considérez que le clan Ei n'était pas l'allié de Tserinich pour rien. C'était son moyen d'avoir un bon réseau et d'obtenir de belles acquisitions, comme les yeux du clan Kuruta par exemple. Selon cette idée, le clan Ei pourrait très bien avoir un certain lien avec le massacre. En tout cas, l'ancien clan Ei, et Morena en faisait certainement déjà partie à l'époque. Mais ça on le verra plus tard. Tout cela fait de Morena l'ennemi numéro 1 de Tserinich, ce qui change absolument toute la donne. Ainsi, la demoiselle se met à dos Tserinich en plus du clan Shu, du clan Sha et de la brigade fantôme. Ainsi, comment les membres de sa milice doivent-ils réagir face à Morena? En effet, si Tserinich, dans sa mentalité perceptible, contre qui va-t-il rediriger sa rage? Et oui, ces meurtriers, soit le clan Shu, le clan Sha ou la brigade fantôme, voire les trois en même temps, soit presque la totalité du navire, déclenchant une guerre totale. Il en va de soi, la milice privée de Tserinich doit à tout prix empêcher que Morena perde et se fasse tuer. Alors pourquoi se joindre à la coalition qui s'est formée contre le clan Ei? Premièrement, ils s'en foutent totalement des clans et de la brigade. Ils veulent juste assurer leur propre protection. Aussi, ils peuvent invoquer un droit de réservation sur la tête de Morena, en parlant au nom de Tserinich. Mais clairement, ça irait dans le sens de la protection de l'équilibre. Le genre de manigance que n'aimera pas Tserinich, ne voulant pas d'aide externe. Donc pourquoi collaborer? Eh bien c'est simple, pour rester caché. Selon Volsken, Morena connaît leur visage et leur tête. Alors elle peut chercher à mettre le clan Ei contre eux, donc ils ne sont pas en sécurité. En effet, le tatoueur qu'on a pu voir au chapitre 348 était un ancien membre du clan Ei, et notamment l'homme qui a tatoué tous les membres de sa milice. Hâte de voir le symbole en question, car il aura sûrement une symbolique forte qui sera sujette à de nombreuses théories. Bref, ce tatoueur en question a laissé son registre aux mains du clan Ei, et notamment l'identité des gens qui l'a tatoué, soit la totalité de la milice de Tserinich. En bref, cela leur permet d'avoir un motif pour rester cloîtrés dans le bureau du clan Sha, et laisser les clans et l'araignée tout faire à leur place, à leurs risques et périls. Souci, ils font quand même partie de l'armée sous les ordres du caporal Gipper. Alors comment peuvent-ils échapper à leur rôle de soldats sans être pour autant recherchés? Bien, ils vont juste chercher à se faire passer pour des déserteurs, ou alors comme des victimes du clan Ei. La question c'est surtout la réaction du caporal Gipper à tout ça. Peut-être va-t-il les aider, ou va-t-il dévoiler leur trahison? Au chapitre 394, il mènera une mission d'infiltration avec eux, dans une pièce secrète du clan Ei. Ils y trouveront des cadavres. Les victimes de Luini au chapitre 371, des membres du clan Sha, donc une ancienne de leur clan, notamment leur bureau administratif qu'ils n'utilisent plus depuis un moment. Ils déclareront les cadavres au commissariat central, géré par l'association Hunter, notamment Miss Ice Storm, encore une raison de le voir par la suite. Cependant, le clan Ei s'est entièrement renouvelé depuis, car Morena a changé la totalité de ses membres, n'étant pas enregistré comme membre de la mafia initialement. Un coup de maître, car désormais la totalité de ses membres sont enregistrés en tant que civils, et en soi qu'est-ce que ça change? Et bien comme ça, la justice n'a aucun moyen de se rendre compte qu'il s'agit d'une guerre mafieuse, mais verra plutôt ça comme un massacre de civils. Résultat, ce sont les clans Sha et Shu qui se feront arrêter, et la situation risque de dégénérer en conflit général, chose qu'Inrigi et Okeni ont bien compris, d'où le fait qu'ils préfèrent ne pas aller au conflit direct et laisser la brigade fantôme et l'armée de Kakin s'en charger. De plus, les hautes instances de Kakin semblent être corrompues et collaborer avec le clan Ei en ne déclarant pas ses victimes pour ne poser aucun souci avec la justice. Si l'association Hunter se penche sur la question, alors ça changera la donne, car ils observeront des incohérences dans leurs propos et devra s'opposer aux instances de Kakin. Le premier pas vers un conflit général. J'avais moi-même théorisé que le garde qui avait mené Inrigi dans la piège était corrompu, alors ce dernier a dû imaginer cette option. Le chapitre 394 nous permettra d'observer un peu plus clairement le clan Ei en détail. On aura désormais un visuel sur la totalité de ses membres. Premièrement, on a l'information que 2 de ses membres sont chargés de la disparition des cadavres. Alors pourquoi les cadavres trouvés par la milice de Tserinich sont-ils encore là? Manque de communication ou départ en précipitation? Ils les ont peut-être gardés là pour faire passer un message aux autorités et tester leur capacité à coopérer avec eux. Personne n'a encore déplacé les cadavres depuis. Tiens. D'ailleurs, effectivement, la milice de Tserinich a eu raison de se cacher,
car Morena missionne un de ses membres, Sodom, un tueur à gages, d'aller en capturer un et de le ramener devant elle. Elle explique que pour les trouver, il va falloir suivre Dogman, un catcheur de niveau 36 qu'elle missionne de trouver quelque chose. Étant du Asu du renforcement, il est possible qu'il ait développé une faculté de renforcement de ses sens, et notamment de son odorat lui permettant de localiser la personne de son choix sur le Black Whale, une capacité particulièrement efficace et très dangereuse. Cette dernière affirme lui avoir confié la mission la plus importante, sans pour autant la spécifier. Et si c'était celle de trouver Hisoka pour lui proposer une collaboration pour le confronter directement à la brigade. Ce qui montre qu'elle a conscience que le clan A ne peut pas faire face à la brigade si elle s'oppose à lui. En capturant l'un des membres de la milice de Tserenich, Morena souhaite contaminer l'un de ses membres pour l'infiltrer et obtenir des informations quant à son comportement, car c'est, selon elle, la seule chose qu'elle ne peut pas prédire dans cette guerre. Ce qui montre clairement que Tserenich a actuellement tout l'arc en main. Hâte de le voir à l'action. En nous révélant ça, Morena nous explique indirectement que son pouvoir a, en plus de la capacité de conférer un pouvoir, la capacité à manipuler une certaine personne. Elle peut manipuler, rendre accro au jeu tous les gens qu'elle contamine. Dans les règles de son Atsu, elle peut contaminer 23 personnes, et puisque 2-3 personnes du clan A sont mortes, elle peut les remplacer par d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, la brigade fantôme, et notamment Nobunaga, Feitan et Finks, se précipitent au front contre le clan A. Cependant, au lieu d'aller dans la chambre 3101, ils ne vont pas se gêner en allant directement dans la chambre 3102, afin de voir ce qu'il se trouve derrière. Ils y trouveront une salle secrète avec un entrepôt d'eau et de nourriture. Il s'agit de la salle de nettoyage, l'accès direct vers la chambre 3101. Une organisation particulière que Finks trouvera très professionnelle et pas très raccord avec le comportement de Luini, n'étant finalement qu'un novice. Il y verra un véritable paradoxe au sein du clan. Nobunaga se montrera très morose en comparant la brigade à ses débuts au clan A, ce qui sera le déclencheur d'un flashback incroyable. Avant d'analyser tout ça, j'aimerais préciser que Morena a envoyé deux de ses membres, un plombier et un pirate informatique, voir ce qu'il se passe dans la chambre 3101. Il ne fait aucun doute qu'ils vont rencontrer la brigade, ce qui conduira à un affrontement. Affrontement qui devrait interrompre ce flashback et expliquer certaines choses sur l'attitude étrange de Nobunaga. J'ai l'impression que détruire le clan A est une forme de manière de faire le deuil sur le passé de la brigade. Nobunaga semble beaucoup plus moteur que les autres, mais est-ce que ce parallèle suffirait à expliquer la haine qui se dégage de lui ? Ce flashback devrait répondre à cette interrogation. Attention, chose très intéressante, Nobunaga n'y figure même pas. Et il se centre sur le passé d'un Kuro très innocent, curieux et avide de connaissances. Un Kuro qui ressemble énormément à Kurapika enfant dans son comportement. Chose également intéressante, ce début de flashback semble dans la continuité de ce qu'on avait entrevu de Meteor City et le passé de la brigade dans le manga, à Yorkshin City. On peut y trouver la même cassette, un foreshadowing incroyable, mais pas anodin. Cette cassette doit contenir quelque chose d'important aux yeux de la brigade. La symbolique s'expliquera après, en fonction de ce qu'en feront Kuro et Pakunoda, accompagnés d'une certaine Sarasa et d'une certaine Shayla. Shayla, ce ne serait pas la fameuse psychopathe du... Shayla, ce ne serait pas la fameuse psychopathe du tome 0, non ? La même avec laquelle Kurapika et Pyro apprendront à lire et découvrir le monde extérieur dans son bouquin, Dino Hunter. Le livre qui sera son moteur principal à découvrir le monde et devenir Hunter. Shayla serait la femme qui aurait balancé la localisation du village du clan avant que la brigade commette son massacre. Beaucoup de théories circulent sur internet à son sujet, il y a notamment des gens qui pensent que c'est la Paristom du passé. Pour ma part, à part une ressemblance physique, je ne vois pas énormément de liens entre eux. Mais on verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, j'espère que le flashback apportera des réponses sur l'importance de ce personnage, notamment dans la fondation de la brigade. Aussi est-il intéressant à noter que Shayla n'a pas l'air apte à prendre une décision seule, et qu'elle ne fait que suivre deux choses, Sarasa, sa pote, et son livre Dino Hunter. Je pense qu'elle restera une fille naïve toute sa vie, mais que si elle a des comportements éthiquement discutables, ce n'est que parce qu'elle suit naïvement ces deux choses-là, en interprétant mal ce qui est écrit dans le livre ou ce que lui dit son ami. Je préfère aborder ce personnage comme une gamine débile plutôt qu'un véritable mastermind à l'origine de tout Hunter x Hunter.
Aussi, un petit détail que je pense que peu de gens ont remarqué, en effet, elle a toujours la jambe gauche cassée et se pète la gueule n'importe comment, tout comme dans le tome 0. Un personnage vraiment étrange et je la vois mal en faire exprès. Peut-être qu'étant originaire de l'étoile filante, elle n'a pas eu les soins nécessaires pour réparer sa jambe, c'est tout. Un autre fait étrange, ce flashback commence des dizaines d'années avant la fondation de l'araignée, moment auquel Machi s'interrogera sur l'identité de Kuroro, nous faisant comprendre qu'elle ne le reconnaît à peine. Pourtant, elle était bien présente quand Kuroro était gosse et faisait partie du clan d'Uvogin, tandis que Phaeton et Finks faisaient bande à part. Kuroro, lui, était dans l'équipe de Franklin et Charnalk. On peut identifier une sorte de parallèle entre ces trois petits clans et les clans de Kakin. Serait-ce le lien avec la haine de Nobunaga ? Difficile à dire, à vrai dire, j'ai aucune idée de pourquoi il déclenche ce flashback. Quel est le véritable intérêt scénaristique à tout ça ? Il est possible que Nobunaga fasse partie d'un des trois clans, certainement celui de Machi et Uvogin. Le plus étrange vient du fait que certains personnages y figurent mais ne faisaient pas partie de la brigade à sa fondation pour autant. Je pense notamment à Charnalk et Finks. Mais pour le coup, j'ai du mal à voir Phaeton intégrer la brigade sans Finks, avec qui il traîne constamment comme des frères. Je suppose que Charnalk et Finks ont quitté Meteor City depuis, et ont retrouvé la brigade quand elle est devenue célèbre par la suite. Peut-être même que les premières missions de la brigade étaient de les retrouver. Quoi qu'il en soit, Kuroro dans son innocence souhaite réunir tout le monde autour d'une vidéo, un épisode des Rangers du nettoyage. On trouve de tout à Meteor City, mais cette série-là, j'ai la vague impression qu'il s'agit d'une sorte d'outil de propagande pour inciter la population de Meteor City à nettoyer les environs. Peut-être que c'est même une satire de la société de Meteor City. J'ai du mal à croire que les anciens de la ville laissent passer ça. En tout cas, à eux 4, ces derniers vont s'amuser à doubler la vidéo que Kuroro s'est amusé à traduire pour pouvoir la montrer aux autres plus tard. En tout cas, parmi les 6 personnages, Kuroro va en doubler 3, tandis que les filles doubleront chacune une des nettoyeuses. Pakunoda la rose, ce qui correspond à la couleur de la veste qu'elle portera plus tard. Sarasa l'orange et Sheila la pourpre. Je ne sais pas quelle couleur elle porte dans le film Fente Rouge, mais je parierais sur du pourpre. Concernant la symbolique du pourpre, elle est souvent rattachée au pouvoir et à la royauté, me faisant penser que Sheila n'est pas issue de n'importe quelle famille. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'avenir de Sarasa, car le seul symbole qu'elle dégage en apparence, c'est des cœurs qui vont ensuite se retrouver dans les oreilles de Sheila. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, le chapitre terminera sur une page sombre, car on distinguera 3 personnes retenues en otage, probablement des gosses et une voiture qui semble quitter Meteor City avec. Aucune idée de qui ça peut être, mais il pourrait y avoir Nobunaga, puisque c'est lui qui fait remonter tous ses souvenirs. En tout cas, le narrateur nous dira plutôt que Meteor City fournissait des enfants mafieux, donc celle de Kaki ne doit pas être exclue. Peut-être que ces gosses sont des membres des clans qu'on connaît. Zakuro, Lynch, Inregi, Okeni ou encore Moena. Je pense que le fondement de la brigade va se faire dans l'objectif de détruire les différentes mafias ayant volé des enfants à Meteor City. Peut-être des connaissances actuelles de la brigade, comme Sarasa, Sheila, Finks et Charnalk. On pourrait alors retrouver Sarasa et Sheila dans les clans Shueisha, si on admet qu'elles n'ont pas pu être sauvées par la brigade. Enfin bref, les anciens de Meteor City considèrent que la ville doit faire face à ces enlèvements, la ville des craintes devenue la ville des craintifs, et voient sûrement en Kuroro un moyen d'inverser la balance et de faire renaître la peur de Meteor City aux yeux du monde. Peut-être veulent-ils les initier au Nen pour former une unité d'élite apte à assurer la sécurité de la ville. Vers où nous dirige Togashi ? À vous de me le dire en commentaire. Je pense qu'on peut attendre encore 2 chapitres de flashback qui sauront apporter des réponses aussi bien sur la constitution de la brigade fantôme et leurs liens sur ce qui est arrivé à Kuroro, et que cela se joindra aux questions de l'arc actuel, notamment les clans et Kakin, car le flashback ne démontre pas encore d'un véritable intérêt scénaristique. Quoi qu'il en soit, les 2 derniers chapitres servaient surtout à nous montrer que désormais tout était entre les mains de la brigade et de Tserinich. Mais je pense aussi que Morena cache bien son jeu et saura manipuler les éléments pour atteindre ses objectifs de destruction du monde et ses ambitions de chaos. En tout cas, il y a de grandes chances que l'arbre qu'on voit dans les crookies de Togashi au chapitre 397 soit figurant de ce flashback.
Je ne pense pas que ce flashback ira jusqu'au massacre du clan Kuruta, mais il va donner quelques petits indices sur le sujet. En tout cas, Togashi ne ratera pas une occasion de nous faire bader en nous montrant les membres de la brigade fantôme en train de décapiter les membres du clan Kuruta. En attendant, on verra tout ça dans la prochaine review, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Un petit like, un petit commentaire, et maintenant on peut se dire à la revoyure.